Et comme tous les soirs, c'est un plaisir de vous retrouver avec nos grandes gueules en direct depuis Paris et Tel Aviv. Bienvenue dans les GGM. Vous l'avez vécu avec nous il y a moins d'une heure, Benyamin Netanyahou en interview exceptionnelle sur i24 News. Lutte contre la pandémie, réouverture du ciel, vaccination en masse. Sa gestion du Covid lui portera-t-elle chance dans les urnes? Grand débrief ce soir en début de GGMO. Des professeurs de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie et c'est une nouvelle polémique qui éclate en France, toujours autour de cette notion qui divise tant. Alors ce soir, nous poserons la question, le chantage à l'islamophobie est-il la nouvelle fatwa? Ce sera le grand débat des GGMO. Enfin, le plus beau symbole de Paris va-t-il se retrouver au cœur d'un conflit diplomatique entre la France et l'Algérie? La Tour Eiffel a été construite avec du fer algérien. Aussi, un journaliste local réclame que la France la rende à l'Algérie. On aimerait en rire, mais ne faudrait-il pas prendre très au sérieux ce type de réclamation qui pourrait se multiplier? Les GGMO veulent savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Nami Aliwa. Bonsoir à nos grandes gueules du soir, je salue Daniel Chek, ancien ambassadeur d'Israël en France, Pierre Efroff, bonsoir, écrivain, reporter et réalisateur de documentaires, votre dernier livre qu'on a présenté ensemble il y a une dizaine de jours, 88. Je salue également à Paris Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir ma chère Elisabeth. Je salue également la sortie du nouveau numéro de Causeur qui est sorti la semaine dernière. Allez-y Elisabeth, montrez-le à l'écran, c'est le moment. Voilà. Le nouveau numéro de Causeur. C'est quoi la une, Elisabeth? Vous le voyez là? Oui, c'est quoi la une? C'est la Légion étrangère. Voilà c'est qui la Légion étrangère. Et je salue également Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France. Bonsoir, mon cher Yves, et re-bienvenue dans nos grandes gueules Moyen-Orient. Bonsoir, je suis venu les mains vides, j'ai pas emmené mon magazine. La prochaine fois, vous l'emmènerez, comme ça on fera aussi la promo. Allez, entrons tous ensemble, si vous voulez bien, au pays de Bibi. 15 jours, tout juste, nous séparent des élections législatives israéliennes. 15 jours, sous forme d'une dernière ligne droite. Benyamin Netanyahou va tout faire pour montrer aux Israéliens qu'il a été l'homme de la sortie, non pas d'Égypte, mais du Covid. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré ce soir dans une interview exceptionnelle accordée à i24 News. Et voici les mots utilisés ce soir au micro de Jean-Charles Banoun. Nous sommes en train de sortir de la crise du coronavirus plus vite que tout autre pays au monde. Hier, nous avons vacciné le 5 millionième citoyen en Israël. Je pense que c'est un succès formidable. Il nous en reste encore 1 million environ à vacciner. Et si tout le monde obéit aux règles, comme en portant les masques par exemple, nous n'aurons plus de confinement. Et en vérité, ce qui nous attend, c'est un avenir économique radieux. Et je compte personnellement mener cette économie pour en faire en sorte qu'elle ait la plus forte croissance de toutes les économies post-corona, parce que nous serons les premiers à en sortir grâce aux millions et millions de vaccins que j'ai fait venir en Israël. Mais il faut obéir les règles, ne l'oubliez pas. Et je pense que c'est la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Qui va prendre l'économie israélienne pour lui faire atteindre de nouveaux sommets? Je l'ai fait à 2 reprises, lors de crises difficiles en 2003 et en 2009. J'ai mené Israël à de nouveaux sommets, mais il nous reste beaucoup de travail à accomplir et je sais comment piloter l'appareil. Les autres, ils n'ont même pas de licence de pilote, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas d'expérience, ils ne sont pas assurés dans leur démarche, ils veulent juste être dans la cabine de pilotage, cela ne peut pas fonctionner. Moi, je compte faire sortir l'économie israélienne de la crise et pour répondre à votre question, il n'y aura plus de confinement. Si tout le monde respecte les règles, c'est un avenir radieux qui nous attend. Benjamin Netanyahou en interview exceptionnelle ce soir pour les i24 News. Alors, Noémie, il y a les déclarations politiques, mais il y a aussi les faits. Et on va faire avec vous ce soir un fact-checking. Que disent les chiffres précis à ce jour sur la bataille d'Israël face au Covid? Écoutez Benjamin, les chiffres disent une réussite incontestable, notamment grâce à la campagne de vaccination. Il en a parlé d'ailleurs, cette campagne de vaccination éclair qui a permis à plus de 5 millions de citoyens israéliens d'être vaccinés. Si l'on prend le nombre de malades graves du coronavirus, eh bien, il a été divisé par 2 en seulement
2 mois, alors qu'Israël comptait plus de 3300 malades dans un état grave en janvier. Il en recensait moins de 2600 en février et un petit peu plus de 500 en mars. C'est une baisse, alors pas forcément uniforme sur tout le territoire, où il y a des fortes disparités au sein des différentes communautés, avec actuellement une plus grande proportion, notamment au sein de la communauté arabe. Mais forcément, cette réussite est très scrutée à l'extérieur des frontières, mais également à l'intérieur, dans ce contexte électoral qui précède les élections qui auront lieu, je le rappelle, le 23 mars prochain. Beaucoup se demandent à quel point l'actuel Premier ministre et candidat, Benyamin Netanyahou, entend capitaliser sur sa gestion de la crise. L'opposition, par exemple, interprète l'ouverture de l'économie ce dimanche comme une mesure électoraliste dont les conséquences sanitaires se feraient jour au lendemain des élections comme par magie. Alors justement, parlons de ces déclarations ce soir de Benjamin Netanyahou sur notre antenne. Daniel Sheikh, est-ce que le Premier ministre israélien a raison de mettre l'accent sur sa gestion de la crise et va-t-il profiter de ces bénéfices-là, je vais le rappeler, dans 15 jours tout juste? Ce sont deux questions différentes. D'abord, oui, bien sûr qu'il a raison, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, je vous parle en tant que citoyen israélien, que son effort extraordinaire pour la vaccination soit motivé pour des raisons politiques ou électorales, je m'en moque. C'est le résultat qui compte et moi, en tant qu'Israélien, j'en bénéficie. Reste la question, est-ce que ça va lui bénéficier électoralement? Et là-dessus, je pense que les réponses sont un peu plus ambiguës. Il y a eu un sondage la semaine dernière auprès de la deuxième chaîne israélienne qui a posé la question: à qui revient le crédit pour la réussite incontestable de la campagne de vaccination? Eh bien, seuls 35% des Israéliens pensent que ce crédit revient uniquement à Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, on entend... Il ne va pas forcément profiter aux prochaines élections. Ça ne va pas lui faire du mal. Mais je pense que la campagne du Likoud a déjà pris ça en compte et qu'ils ont, depuis 2-3 jours, choisi d'autres sujets. Donc la question n'est pas est-ce que la vaccination a été une réussite. Là-dessus, c'est incontestable. La question est de savoir qui va en profiter. Et d'ailleurs, je ferai remarquer qu'en venant vers le studio, en écoutant les informations, les experts de Benjamin Netanyahou au ministère de la Santé pensent différemment. Ils disent qu'en fait, ils préparent déjà l'éventualité d'un 4e confinement après la fête de Pessah. C'est la crainte après Pessah. Pierre Echov. Mais après Pessah, c'est après les élections, donc ça n'intéresse plus personne. Ça ne compte plus. Ça c'était votre réflexion de la semaine dernière, quand vous étiez avec nous sur ce plateau. Pierre Echov, les Israéliens vont-ils sanctionner ou remercier Benjamin Netanyahou dans 15 jours? Ni sanctionner ni remercier. Pour l'instant, on a toujours la même disparité entre d'un côté ceux qui sont de toute façon anti-Bibi et de l'autre côté ceux qui sont pour Bibi. Alors ça se joue toujours... Les chiffres ne bougent pas. Voilà, les chiffres sont toujours les mêmes. Il y a cette petite marge intermédiaire sur laquelle... Donc c'est pas un paramètre, la pandémie? Écoutez, bien sûr que si, c'est un paramètre, mais il y en a tellement d'autres aujourd'hui. Je pense que, écoutez, à titre personnel, je suis évidemment ravi de voir un tel optimisme dans la bouche de mon Premier ministre, puisque c'est notre Premier ministre, qu'on ait voté pour lui ou non, et qu'il nous annonce un avenir glorieux et magnifique et agréable. Je suis totalement partisan. De toute façon, sur un plan strictement personnel, ma réponse, elle est encore plus simple. Je ne vois pas qui pourrait remplacer Benjamin Netanyahou à la tête de l'État. C'est un mauvais raisonnement politique, parce qu'un jour il va disparaître forcément, ne serait-ce que par la force de la biologie. Et on va fermer la boutique après. Oui, peut-être, mais on a en ce moment un Premier ministre qui s'appelle Benjamin Netanyahou. On a autour de lui des gens dont je ne suis pas convaincu de la compétence. Je parle d'aujourd'hui, dans la situation actuelle, et dans les 2 ou 3 années à venir. Et je pense et j'espère que justement cette sortie de pandémie qu'il a plutôt bien gérée va lui permettre de revenir au pouvoir, tout simplement. De rester au pouvoir. Je vais entendre aussi nos grandes gueules à Paris. Elisabeth Lévy, que vous inspire ce triomphalisme de Benjamin Netanyahou qu'on entend ce soir sur l'antenne avec Totti News? D'abord, je suis contente. Non, mais comme vous le savez, évidemment, cette réussite du vaccin, non seulement c'est une réussite, évidemment, pour le pouvoir, pour le gouvernement israélien, mais c'est une occasion, je pense, inattendue et inespérée pour tous les gens qui aiment Israël, d'en entendre parler de façon positive depuis des semaines. Donc ça, quand même, ça doit être salué. C'est vrai à l'international, hein, c'est vrai en France. Si vous voulez, ça faisait longtemps qu'une chose, ou en tous les cas, je pense que ça faisait très longtemps. On parle différemment d'Israël. Arrivé, non. Mais ce qui me frappe,
on parle d'Israël comme du pays exemplaire pour le vaccin, si vous voulez, qui par ailleurs est quand même est plutôt un fiasco en Europe, mais je pense qu'on va en parler après. Simplement, évidemment, il est servi par le calendrier. Moi, je pense en réalité que dans le fond, si vous voulez, on voit bien que les gouvernements, ils ont fait comme ils ont pu et tout le monde se rend bien compte que c'était très difficile. En revanche, d'abord, il y a une chose, c'est que ceux qui sont frappés économiquement, c'est quand même beaucoup l'électorat de Benyamin Netanyahou, me semble-t-il, les indépendants, les artisans, les commerçants, les gens qui travaillent au souk. Donc ça, déjà, c'est une chose politique. Et je pense en réalité que beaucoup de gouvernants vont être jugés plutôt sur ce qui va se passer après. Et quand j'entends, Benyamin Netanyahou a de la chance, il a ses élections dans 10 jours, donc il peut dire n'importe quoi. Parce que quand je l'entends dire, alors soit peut-être qu'il y aura encore un miracle israélien, mais quand je l'entends dire nous allons vers un avenir radieux, je crois qu'il a prononcé ces mots, en tous les cas c'est comme ça qu'ils ont été traduits, je suis assez étonné parce que le contre-coup économique, je sais qu'ici on va le prendre très sévèrement, et même dans une économie aussi dynamique qu'Israël, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que dans 15 jours, ça va être l'avenir radieux. J'ai quand même le sentiment qu'il y a eu beaucoup de casse. Vous dites Israël ne sera pas épargné. Mes camarades sur le plateau, que je salue tous d'ailleurs. Israël a eu de la casse, c'est un fait, comme tous les pays de la planète, peut-être un peu moins que certains, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur de psychologie de masse dans tous les phénomènes économiques. Et si on se retrouve avec un pays qui, du jour au lendemain, se retrouve un peu dans la joie parce qu'on sort de la crise, parce qu'on parle un peu moins du Covid, et parce que les magasins ouvrent et qu'on peut à nouveau aller au restaurant et au cinéma, ça va quand même donner un certain boost qui, à mon avis, moi je suis d'un caractère optimiste, qui, à mon avis, sur le moyen, sur le long terme, va apporter des choses extrêmement intéressantes. Et en plus, le fait qu'Israël soit le premier pays à réellement sortir de la crise grâce à cette... Il y a plein de pays à l'est d'Israël qui l'ont fait avant nous. Oui, mais c'est un mythe de dire qu'on est les premiers. Et la Nouvelle-Zélande, et Singapour, et la Corée du Sud, la communication ça compte pas simplement parce qu'ils sont à l'est et pas à l'ouest. On est en ce moment en train de parler des pays occidentaux, des pays dont on fait partie du monde occidental. Vous êtes en train de parler des pays occidentaux, mais dans le monde, on parle. Vous savez, la Nouvelle-Zélande, ça compte pas moins que Israël ou la Grèce. Est-ce qu'à Paris, on peut finir le tour de table, messieurs? Yves Deray, pour prendre la parole. Merci. Alors dites-moi, Yves Deray, est-ce que pour vous, le bilan de cette campagne de vaccination va se faire au ministère de la Santé, ou alors est-ce qu'il va se faire dans les urnes? Écoutez, d'abord, si j'étais israélien, je pense que je serais, moi aussi, comme Daniel Sheikh, très sensible au succès de cette campagne de vaccination, qui n'a pas pu se faire quand même sans la vision des dirigeants israéliens. Parce que ça se prépare à l'avance. Il a fallu même des réseaux quasi personnels pour arriver à réaliser et mener à bien cette opération. Donc, elle n'a pas pu se faire comme ça du jour au lendemain. Elle a été préparée, prévue, et il a fallu une vision. Après, comme on connaît bien la manière qu'a Benjamin Netanyahou d'exercer le pouvoir, qui est très personnelle, je ne vois pas qui, à sa place, a eu cette vision. C'est lui. C'est lui qui a déclenché cela, enclenché cela, organisé cela. Parfois même, je pense que ses ministres n'étaient pas toujours très au courant de ce qu'il faisait, parce qu'il a une manière très personnelle d'exercer le pouvoir, ce qui est sa force et sa faiblesse. On y reviendra. Et donc, en tout cas, s'il était en France, à la place d'Emmanuel Macron, il serait réélu au second tour haut la main. Sauf qu'en Israël, vous n'avez pas tout à fait, je pense, sauf qu'en Israël, vous n'avez pas tout à fait le même système électoral et que donc, il peut faire un bon score de premier tour et faire un bon score de député à la Knesset, mais après, il y a le jeu des alliances avec les uns, les autres, et on sait que... Il y a d'autres sujets quand même. Oui, il y a d'autres sujets, mais ce sujet-là, quand même, il est extrêmement puissant parce qu'il conditionne à la fois l'image d'Israël, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Elisabeth, on a là la plus grande campagne de communication d'Israël en images depuis les accords d'Oslo, à mon avis. Ça fait, depuis cette période-là, je n'ai pas entendu parler d'Israël dans le monde entier comme on en parle actuellement. Et ça, quand même, c'est le succès de Netanyahou. On peut pas le nier. Mais ça lui vous dites, il y a la question économique. Vous dites, ça lui profitera pas forcément de par le jeu électoral. Ouais. Daniel Sheikh. Non, reste à voir. De toutes les façons, il faut comprendre que le paysage politique israélien est en fin de compte très rigide. Même si les voix bougent, elles bougent à l'intérieur des blocs, pas à l'extérieur. Et donc, la marge de manœuvre, le nombre de
d'électeurs qui peuvent être influencés par un élément extérieur de ce genre, il n'est pas énorme. Et reste à voir si ça va être déterminant ou non. Pour le moment, dans les sondages, ça on n'en sait rien. Un jour sur deux, ça change si c'est la coalition avec Bibi ou la coalition contre Bibi. Je dirais encore un mot. On va pas s'avancer ce soir. Encore un mot. Moi, je vais laisser à nos amis français, à mes amis Elisabeth et Yves, critiquer leur propre gouvernement. Je dirais simplement que même si l'humilité n'est pas la caractéristique la plus, disons, forte, la plus connue des Israéliens, un certain brin d'humilité ne ferait pas de mal. Parce que vacciner 9 millions d'Israéliens avec un système médical exceptionnel qui permet à n'importe qui d'avoir accès à un dispensaire qui peut le vacciner, qui vit en isolement de ses frontières, c'est une chose. Vacciner un demi-milliard d'Européens avec des frontières ouvertes dans tous les sens, c'est autre chose. C'est pas les mêmes proportions, c'est ça que vous voulez dire. J'aimerais qu'on avance dans le débat et j'aimerais vous entendre vous à Paris, par exemple Elisabeth Lévy. Parce qu'on a vu depuis ces derniers jours, le Danemark, l'Autriche la semaine dernière avec leurs représentants qui étaient ici en Israël. Dans 48 heures, ce sera le tour des premiers ministres de République tchèque, de Hongrie. On a l'impression que la sacro-sainte Union européenne est en train de s'éclater totalement sur l'autel du Covid par l'entremise d'Israël, entre guillemets. Oui, alors ça n'a pas commencé seulement parce qu'on a déjà eu des petits épisodes comme ça sur les masques, hein, où bien sûr chacun, si vous voulez... En fait, disons que cette affaire sonne le glas d'une illusion, ou devrait le sonner, parce que je fais confiance à nos amis européistes, ils continueront comme par devant de nous dire que l'union fait la force, ce qui est extraordinaire. Moi, ce que je vois, c'est surtout la force de ce qu'est l'idée, la vitalité de l'idée nationale. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement des questions techniques. Évidemment, il y a le fait que l'Union européenne, pour valider un médicament, met 3 fois plus de temps que tout le monde. Si vous voulez, pourquoi ? Parce que, évidemment, ce ne sont pas seulement des contraintes scientifiques, c'est pas seulement parce que nous, on est super rigoureux et que les autres valident à tour de bras, c'est parce que tout est l'objet de négociations interminables. Évidemment. Donc, on a validé les vaccins plus tard, on n'en a pas commandé assez, et surtout, le poids prétendu de l'Union européenne qui devait nous aider à être une grande puissance, je dirais macache, si vous me permettez cette expression. Donc, en fait, c'est tout simplement, mais ça ne me paraît pas, bon, si vous voulez, d'abord, la santé n'est absolument pas une prérogative de l'Union européenne, si vous voulez, donc, et par ailleurs, eh bien, les gouvernants font ce pourquoi ils sont élus. C'est-à-dire, ils ne sont évidemment pas élus par 500 millions d'Européens, ça n'existe pas, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de collectivité politique européenne, et c'est très bien comme ça, parce qu'on ne crée pas une collectivité politique à partir de, comme ça, de grandes idées, et que, en fait, eh bien, les gens doivent protéger leur population, il y a une forme d'égoïsme des nations, c'est vrai, mais alors justement, ça me paraît, si vous voulez, le fondement du jeu international, et, pardon ? Oui, mais justement, terminez Elisabeth, terminez. Il y a un fiasco. Non, mais juste, dernière chose, alors je vais très vite, pardonnez-moi Yves. Tout le monde y va maintenant, évidemment. Chacun va y aller de son côté, parce qu'on voit bien que on peut faire des choses sans attendre tout le monde, le Spoutnik en Italie, les Israéliens, etc., etc. Et je vous fiche mon billet que pendant que tout le monde ira faire son marché, les Français vont faire les benets, les bons élèves de la classe européenne, comme pour les frontières. Parce que tout le monde fermait ses frontières et nous on était là, non, il faut une décision commune. Ouais. Et je dis, pardonnez-moi cette expression familière, trop bon, trop con. Ouais. Yves Deray, vous partagez cette position quand on voit, par opposition à ce que fait la France, l'exemple israélien, mais simplement près de vous, l'exemple de la Grande-Bretagne. Oui, mais elle a eu un vaccin. Mais la Grande-Bretagne est aussi un petit peu dans une situation d'isolement et donc a aussi les mains plus libres que la France qui est prise dans cette Union européenne. Et elle a pu mieux s'organiser. Par certains côtés est positive, dans la manière d'acquérir des vaccins en masse, dans la manière d'acheter, etc. Je pense qu'on a des meilleurs prix que quand on est un petit pays, Israël, comme le disait tout à l'heure Daniel Chek, isolé, etc. Bon. Mais après, dans la prise de décision, il est certain
certain que la mobilité d'un pays comme la France, qui est dans l'Union européenne, n'est pas la même qu'un pays comme Israël, avec de surcroît un peuple, je vous le rappelle, français, qui était très très peu enclin à aller vers les vaccins. On est dans un pays où plus de la moitié des Français étaient vaccinophobe. Donc être le pays, entre guillemets, cobaye des vaccins, c'était extrêmement casse-gueule pour le pouvoir en France, parce que de prendre ce risque-là, le risque qu'a pris Netanyahou, et qui a bien fonctionné, on voit que les vaccins fonctionnent partout, la France a pris un autre... C'est exactement ça, Yves. Ouais. On n'est pas capable de prendre un risque. Non, on n'a pas pris. C'est ça, mais un risque avec 70 mais millions. Mais c'est ça la sortie de l'histoire. Avec 70 millions d'habitants, c'est pas évident. Mais on a pris un autre risque en France que Netanyahou n'a pas pris. Et peut-être que c'est ça qui payera au fond dans ces élections. C'est que la France a pris un risque qui est le fameux quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'elle a soutenu l'économie pendant la crise de manière massive. Et les entreprises ont s'agré au président. Et quand on parle les yeux dans les yeux avec des restaurateurs, on voit même qu'il y a presque eu un effet d'aubaine en France. En Israël, le peuple, justement, qui est le cœur de l'électorat de Netanyahou, il a été un peu lâché pendant cette crise économique aussi. Oui, mais ça, c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure. D'abandon, il y avait des gens en grande souffrance. Oui, mais là, pardonnez-moi, je ne sais pas comment ils vont se comporter au moment de mettre leur bulletin. Non, mais je peux dire un mot. Attendez, parce que moi, ma question ce soir... J'en ai dit très peu. Attendez. Ma question ce soir, elle n'est pas sur la gestion française. Elle est comment, finalement, plusieurs pays d'Europe viennent les uns après les autres ici en Israël pour trouver des modèles de vaccination. Daniel Sheikh, Israël n'a pas de vaccin avant, ne fabrique pas de vaccin, et pourtant ça marche. Je suis flatté qu'ils viennent apprendre, mais on ne peut pas leur résoudre le problème parce qu'on n'a pas un seul... On n'a pas de pétrole, on n'a pas de vaccin, on a des idées. Ils viennent chercher ça. On peut leur apprendre comment acheter des vaccins. Pardon, mais messieurs, c'est pas ça le sujet. Ils veulent faire un vaccin. Ils veulent faire un vaccin ensemble, je crois. Hein. Oui, mais ça c'est le long terme. Mais je veux dire, c'est de faire des vaccins ensemble. Oui, ça et là-dessus, absolument. Là, les collaborations sont évidemment les bienvenues. Peut-être il y aura des vaccins futurs développés en Israël en collaboration avec l'Autriche, avec le Danemark et d'autres pays, c'est tant mieux. Pour le moment, ils peuvent apprendre chez nous comment acheter des vaccins. Ils ne peuvent même pas apprendre comment les distribuer parce qu'ils n'ont pas le système, la structure qui a été créée d'ailleurs, malheureusement, je dois le dire à Netanyahou, par ces fâcheux gauchistes du Mapai qui ont insisté que tous les Israéliens aient une assurance médicale et qu'il y ait un dispensaire dans chaque bled pour pouvoir se faire vacciner. Un dernier mot sur le courage. Le courage, il n'est pas que de Netanyahou, certainement il est de Netanyahou, mais aussi le courage des Israéliens qui sont prêts à prendre des risques et à se faire vacciner à des taux beaucoup plus élevés qu'ailleurs, parce que c'est le caractère israélien, un peu casse-cou, et tant mieux. Et peut-être moins vaccino-sceptique qu'en France, Pierre Retrov. Oui, non, mais c'est vrai. D'abord, on a un phénomène en France et plus globalement en Europe de manque de confiance quand même dans leur gouvernement, parce que la gestion de la crise, notamment en France, a été catastrophique ou reconnue comme catastrophique par un grand nombre de Français, ce qui n'est pas le cas en Israël. La première vague qu'on a eue en Israël, si vous vous en souvenez, a été magnifiquement bien gérée. On pensait qu'on allait en sortir et que ce serait fini, ce qui était une erreur, parce qu'il y a eu le fameux cocorico israélien juste après, un peu le même phénomène qu'après la guerre des 6 jours. On a gagné, on est les meilleurs, on est revient à l'humilité. Voilà, on est à ce problème d'humilité. Donc tout va bien, tout est merveilleux. Et finalement, on a eu une catastrophe autour de l'été et on a eu une deuxième crise et une deuxième vague absolument terrifiante. Donc il faut avoir de l'humilité. Mais quand vous voyez que l'Union européenne, qui dans ses instances, elle critique souvent Israël, mais qu'individuellement les pays, les uns après les autres, viennent ici, entre guillemets, pour faire leur course, ça change quelque chose. Il y a deux points sur lesquels... Benjamin, attendez un instant, il y a 2 points sur lesquels l'Europe en général se tourne vers Israël. C'est en général quand il est question de sécurité. Pour tout ce qui est, en l'occurrence, il s'agit là d'un énorme phénomène de sécurité, puisque c'est une sécurité de santé. Avant, c'était la sécurité par rapport aux terroristes, etc. Alors si on considère... Là maintenant, c'est la sécurité et la santé. On en parle ensemble dans quelques instants. L'image d'Israël, c'est l'image, la sécurité. On en parle ensemble juste après la pause. Yves, je vous redonne la parole également à Elisabeth. Petite pause dans un instant, on va parler aussi de cette polémique autour de ces 2 professeurs de Sciences Po Grenoble accusés d'islamophobie. Et ce mot islamophobie désormais au cœur de tous les débats et plus un symbole. La tour Eiffel sera-t-elle renvoyée en Algérie parce que le fer provient de là-bas? On en parle dans un instant.
Grande Gueule Moyen-Orient, seconde partie avec nous ce soir Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France, Pierre Ekhov, écrivain, reporter et réalisateur, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, ainsi qu'Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France. Et si vous le voulez bien, nous allons maintenant partir justement en France pour parler d'un mot qui agite les passions. Et oui, il y a 2 semaines, le monde politique français s'affrontait autour de la notion d'islamo-gauchisme. Depuis ce week-end, c'est d'islamophobie qui fait débat. Tout est parti de émis d'accusations contre 2 professeurs à Sciences Po Grenoble. Exactement, et tout est parti d'un échange de mails en décembre dernier entre plusieurs enseignants et des étudiants de l'Institut d'études politiques de Grenoble. L'un de ces professeurs aurait remis en cause l'existence de l'islamophobie, ce qui aurait suscité donc l'indignation de beaucoup d'étudiants militants. Et puis la machine s'est emballée. Certains de ces étudiants sont allés jusqu'à taguer le nom de ces professeurs sur les murs de l'établissement et coller des affiches les accusant d'islamophobie. On pouvait y lire des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue. Tout cela a produit un déchaînement contre ces professeurs, dont des menaces de mort, mais également des soutiens, des manifestations de soutien de la part du gouvernement. Par exemple, dans un communiqué publié dimanche, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, condamne fermement ces faits et dénonce ces tentatives de pression et d'intimidation qui viennent troubler les missions de l'enseignement. De même, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a également témoigné de son soutien aux professeurs. Nombreuses réactions donc. Je vais commencer par vous faire réagir à Paris. Elisabeth Lévy, vu d'ici, on a l'impression que la France est plongée dans une sorte de fatwa où toute personne suspectée de critiquer l'islam ou d'être islamophobe est poussée au silence. Bah écoutez, c'est normal, ça fait 10 ans, si vous voulez, que la moitié des médias, ça fait même 30 ans, si vous voulez, qu'on nous serine cette ère-là, que le problème, c'est qu'on n'est pas gentil avec l'islam, etc., etc. Donc, la semaine dernière encore, toutes les grandes âmes de France étaient très émues sur la liberté d'enseigner, on les entend pas, hein, là, sur la liberté d'enseigner de ces professeurs, et très émues aussi sur le caractère non scientifique du concept d'islamo-gauchisme. Ils étaient intraitables, là, oh là là. Alors, que l'islamophobie, bien sûr, c'est scientifique. Écoutez, tout le monde le sait. D'accord ? D'abord, ça a été inventé par les mollahs, on le sait très bien, pour déminer et interdire toute critique de l'islam. Deuxièmement, évidemment, comme je le dis Elisabeth Badinter, il faut arrêter d'avoir peur d'être traité d'islamophobie. On a le droit d'être islamophobe en France. Ce qui, dans le sens que je vais vous expliquer, la critique des religions, la détestation des religions est absolument libre. Vous pouvez détester le judaïsme si ça vous chante. Ce qui est interdit, c'est l'expression de la haine des musulmans ou des juifs, les appels à la haine des croyants. Or, tous ces gens qui nous enquiquinent avec l'islamophobie, d'abord, elle tue. Ah bon, il y a eu une vague d'attentats islamophobes en France ? C'est ça elle tue qui exactement ? Donc, il y a cette espèce de climat d'intimidation, mais je dirais qu'il y a une grande responsabilité d'une partie des élites, si vous voulez, qui depuis des années insultent les gens qui voient ça, les traînent au tribunal, traitent Alain Finkielkraut ou X, Y ou Z de racistes, de réactionnaires, etc., ouais, pour ne pas voir ce qui se passe. Et le résultat, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, c'est emblématique à Sciences Po, mais ça se passe à Normal Sup, ça se passe, c'est-à-dire une intimidation qui vise en fait à nous expliquer qu'on n'a pas le droit de critiquer l'islam. Pourquoi ? Parce que ça offenserait des élèves. Alors maintenant, je propose qu'avant chaque cours, on demande si quelqu'un se sent offensé et qu'on ferme les universités. Ce sera plus simple. Ces générations offensées, c'était le titre de l'ouvrage de Caroline Forest. Mais c'est ce qu'avait fait Monsieur Paty avant d'être... Absolument. Il avait demandé aux élèves qui pourraient être offensés par des caricatures contre Mahomet de sortir de la classe avant de les montrer. Donc même si on essaye de les préserver d'une manière ou d'une autre, on se retrouve quand même toujours avec ce chantage. La fille a menti finalement. Elle n'était pas en classe, elle avait dit que ce professeur leur avait demandé de sortir, il leur a juste demandé de fermer les yeux. C'est pas tout à fait la même chose. Dans tous les cas de figure, il y a eu une précaution. Il leur a proposé, il leur a pas demandé. Il leur a proposé de fermer les yeux. De toute façon, pas de sortir de la classe. Quoi qu'il ait fait, qu'il se retrouve la tête coupée dans la rue à cause d'un mot ou de quoi que ce soit, c'est absolument disproportionné, inacceptable, et ce chantage permanent
permanent aujourd'hui qui interdit à tout le monde de critiquer l'islam de quelque manière que ce soit. Alors c'est vrai, Elisabeth Lévy a raison de le dire, il y a les musulmans d'un côté, il y a l'islam de l'autre qui en plus se décompose en islam politique, islam social et islam religieux. Alors j'ai le plus grand respect pour l'islam religieux, j'en ai pas beaucoup pour l'islam politique qui à mon sens est une forme de fascisme absolument épouvantable et qui en plus était en expansion permanente. On se souvient du mot de Boumedienne à l'époque lorsqu'il avait dit que l'Occident serait conquis par le ventre de ses femmes, par les femmes des femmes musulmanes, avec l'expansion aujourd'hui de l'immigration totalement désordonnée et totalement incontrôlée en Europe et en ce moment de nouveau aux États-Unis. On se retrouve quand même avec un phénomène où d'un côté on a des gens qui ne sont pas forcément, je ne parle pas des anciennes générations de musulmans, d'arabes qui venaient d'Afrique du Nord et qui étaient heureux comme tout arrivé en France et qui bénissaient le sol français, mais la deuxième, troisième génération, elle, a exercé un repli identitaire. Et c'est sur cette génération-là aujourd'hui que la question se pose, parce que c'est la jeunesse. Je vais entendre Yves Deray là-dessus, parce que Yves, c'est un combat contre la censure qui se joue aujourd'hui. Non mais je crois que sur le sujet, là, on va être tous d'accord autour de la table, donc il n'y aura pas énormément de débats. Parce qu'on a un invité qui arrive. Faut-il avoir le droit de critiquer l'islam ? Tant mieux. Mais attendez, je réservais quand même un tout petit peu ma réponse. A-t-on le droit faut-il qu'on ait le droit de critiquer l'islam ? Eh bien entendu. La réponse peut-elle être violente à la critique de l'islam ? Sûrement pas. Ni la délation, ni la violence, encore moins des crimes comme celui de Samuel Paty. Après, juste quand même, il ne faudrait pas non plus que la critique de l'islam soit interdite. On a le droit de critiquer l'islam, on a le droit aussi de défendre l'islam. Et on n'a pas le droit de menacer les gens qui le critiquent. Ça, j'ai pris la précaution de le dire parce que j'avais peur que tu le dises avant. Après, donc je l'avais dit tout de suite. Évidemment, on n'agresse pas ceux qui critiquent l'islam, comme on n'agresse pas ceux qui critiquent d'autres religions. Mais néanmoins, on a le droit aussi de critiquer ceux qui critiquent l'islam. On a le droit de défendre l'islam. Je peux le comprendre en tout cas, et ça se comprend comme on peut défendre d'autres religions. Et tout n'est pas drôle quand on traîne des religions dans la boue, même sous le parapluie de la caricature. Moi, j'ai pas toujours ri. D'accord, mais j'ai pas toujours ri énormément quand je voyais Jean-Paul II être sodomisé à la une de Charlie Hebdo, par exemple. Ça m'a jamais fait hurler. On peut comprendre que ce soit gênant. Bon, voilà. Donc, non, mais je voudrais répondre à ça. Non, attendez. Ça me paraît extrêmement important de dire à quiconque. Bon, un mot, Elisabeth, on va accueillir notre invité. Un mot très vite. C'est très important de dire à quiconque veut vivre en France, d'accord, que la France, c'est ça. Tu peux être blessé, tu peux être choqué, tu peux être offensé. Je veux dire, ça ne te donne nullement le droit de traiter tes concitoyens de noms d'oiseaux et évidemment pas celui de les menacer. On en a ras-le-bol des susceptibles et des offensés. Alors attendez, Elisabeth, on est tous passés par là. Je veux dire, les catholiques, les premiers, alors il y en a marre de nous enquiquiner avec les caricatures. C'est un droit. Alors justement, que ce soit drôle ou pas. On va poursuivre le débat avec notre invité. On a le droit néanmoins de ne pas aimer. Oui, on va poursuivre le débat avec notre invité qui est en direct avec nous en Zoom. Bonsoir Samuel Grybowski. Bonsoir. Alors, vous étiez dans le plateau parisien il y a une dizaine de jours. Là, je vous ai réinvité aujourd'hui. Je rappelais que vous êtes fondateur de Coexister. Beaucoup, vous entendez depuis le début ce débat, beaucoup dénoncent une cabale dirigée contre des enseignants de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Et au-delà de cet exemple, il est question aussi d'une fatwa sous couvert d'islamophobie. Est-ce que vous partagez cette crainte ? Moi, ma crainte première, c'est que l'état du débat est complètement déplorable. Je suis tout autant choqué que deux enseignants de Grenoble se retrouvent protégés par la police, n'aient pas le droit d'exprimer leur opinion, que leur nom soit placardé devant une porte, et c'est évidemment inadmissible, que la semaine dernière, c'était une chasse de type McCarthyisme, avec cette fois-ci le pouvoir de l'autorité de la ministre, ce qui est quand même autrement plus grave que quelques étudiants qui sont vraiment scandaleux à Grenoble, qui faisaient la chasse à l'islamo-gauchisme. Ces deux chasses, à l'islamophobie et à l'islamo-gauchisme, elles sont complètement insensées et infondées. Je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites sur le plateau. Paradoxalement, je n'étais pas sûr, notamment sur le fait qu'on a évidemment le droit de critiquer la religion, je vais même dire le devoir. Moi, je suis catholique pratiquant et je passe beaucoup de temps à critiquer ma propre communauté. J'ai beaucoup apprécié aussi la une de Charlie Hebdo avec la sodomie de Jean-Paul II, que j'ai trouvé drôle et provocatrice là où il fallait être provocateur. Donc, on est évidemment d'accord
qu'on a le droit de critiquer, même le devoir dans un esprit républicain qui est propre à notre histoire française. Il y a juste un point de désaccord pour moi, enfin peut-être deux. Le premier, c'est que j'ai le sentiment complètement symétrique qu'Elisabeth Lévy sur la nature du débat. Pour moi, aujourd'hui, le débat de masse, le média de masse, le champ politico-médiatique a complètement interdit l'usage du mot islamophobie. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas crié à l'islamophobie dans les médias. Ça, c'est plutôt des militants intersectionnels qui sont très marginalisés, qui sont seuls dans leur coin. La masse, c'est que si on dit islamophobie, on est complice des mots-là. On ne peut même plus oser utiliser ce mot qui est pourtant utilisé par la CNCDH. Donc ça, c'est ma première réserve. Et la deuxième, aussi justement, j'écoute France Inter, j'écoute Thomas Legrand, et quand on parle d'islamophobie, on est un islamiste. Donc justement, et la deuxième différence que j'ai, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'en France, si on fait 3 secondes de sociologie, les jeunes et les militants qui parlent d'islamophobie, ils ne parlent jamais de la critique de l'islam. Les jeunes français musulmans, ils et elles sont féministes, ils sont pour le mariage pour tous, ils sont contre l'homophobie. C'est des jeunes qui critiquent les structures de l'islam, qui détestent la façon dont l'islam est manipulé, et pourtant ils parlent. Ah bon, et qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble? Vous avez des statistiques? J'aimerais bien les connaître. Les gens qui parlent d'islamophobie, c'est des gens qui sont mais vous vivez sur la planète Mars. À l'égard de non, mais pire que ça, c'est même pas la planète des gens qui sont contre la critique de la religion. Elisabeth Lévy, je vous laisse lui répondre. Excusez-moi, c'est vraiment pas personnel, mais vous faites le jeu vraiment de drôles de gens, hein, pour ne pas dire que vous êtes leur idiot utile. Excusez-moi, mais ce que j'entends, c'est une question. Non, excusez-moi, c'est une question de réel. Et là, je veux dire, je vous renvoie à des enquêtes menées par le CNRS, qui est plutôt gauchiste comme absolument tout le reste de l'université française. Je vous envoie aux sondages réguliers, si vous voulez, fait par un certain nombre d'instituts tout à fait sérieux, y compris auprès de la jeunesse musulmane. L'intolérance à la critique, si vous voulez, est une constante. L'intolérance à la caricature, l'intolérance à toute réserve, par exemple sur le voile, c'est vous êtes raciste. Enfin, nous ne vivons pas dans le même monde. En fait, moi, je vais vous dire notre problème. Parlons de Mila pendant un instant. Parlons de Mila, vous avez parfaitement raison, merci, c'est Pierre Héroff qui a dit ça. C'est Pierre qui vous ajoute ça. Merci Pierre. Oui. Et bonjour, j'en profite. Bonjour Elisabeth. Oui, merci beaucoup. Vous avez absolument raison. Qui doit se cacher? Qui est sous protection policière dans notre pays? Enfin, écoutez, je veux dire, qui a dû quitter la Seine-Saint-Denis? C'est parce qu'ils étaient islamophobes? Enfin, écoutez, arrêtons. En fait, si vous voulez, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais vous m'inquiétez. Les menaces de mort pour des personnes soupçonnées d'islamo-gauchisme. Yves Deray et Samuel, je vous laisse répondre après. Yves Deray. Juste sur cette question de l'islamophobie, il faudrait quand même veiller à ne pas en faire une valeur cardinale. Moi, quand j'entends parfois Elisabeth, j'ai l'impression que être islamophobe devient une qualité dans la vie. Islamophobe, ça veut dire avoir peur de l'islam ou haïr l'islam. Ça ne veut pas dire avoir une critique intelligente de l'islam, qui manque d'ailleurs peut-être parfois dans le monde musulman lui-même, qui a tendance à ne pas beaucoup se critiquer, ou en tout cas pas publiquement, parce que c'est vrai que ça manque dans le débat. Mais néanmoins, être islamophobe, c'est pas non plus un truc génial qu'il faut défendre à tout prix comme un drapeau. Non, on doit avoir le droit d'être islamophobe comme d'être judéophobe. Mais enfin, quand Pierre-André Taguieff a mis en lumière le concept de judéophobie, on n'a pas dit ah là là, c'est un truc. On n'a pas dit vive la judéophobie, quoi. Du lobby sioniste qui manipule, je sais pas quoi. Absolument. Certains l'ont dit. Samuel Gribowski, mais pas nous. Voilà. Samuel Gribowski. Islamophobie, le terme en lui-même. Il y a une ambiguïté. Je pense que voilà. Là où je vous rejoins, c'est que c'est inacceptable qu'un certain nombre de formes de critique de l'islam suscitent cette espèce de violence, de la menace terroriste et tout ça. C'est bien évidemment inacceptable, c'est dramatique. Mon soutien à la personne de Mila et à toutes les personnes équivalentes, il est total. Moi, je pense que là-dessus, il y a quand même un angle mort. C'est que d'abord, des menaces de mort pour islamo-gauchisme, il y en a énormément. Moi, je vous envoie mes screenshots de messages privés sur Twitter. Les menaces de mort, c'est quotidien. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, la proximité avec la notion de protection policière et de médiatisation d'un cas, elle est que d'un côté, elle n'est pas de l'autre. Non mais quand Elisabeth Lévy rappelle tout à l'heure, par exemple, ces banderoles, l'islamophobie tue. Est-ce que c'est pas renverser totalement la réalité de la France aujourd'hui? C'est l'islamisme qui a tué en France. Attendez, peut-être qu'il faut vous rappeler les faits. Il y a quand même eu 14 attentats qui ont pour motivation l'islamophobie en
Occident depuis 10 ans, qui ont fait plus d'une centaine de morts. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre qui a lieu partout. En il y a France un conflit qu'il faut... Mais pas en France, je vous dis en Occident. Oui, et mais en France, il y a eu là, la on parle de la tentative à France. Bayonne. C'est ce qu'on appelle Oui, mais moi, je vous parle de la situation occidentale. Je vous parle de comment est-ce qu'aujourd'hui, la violence d'extrême droite, elle existe. Il y a eu 14 attentats d'extrême droite en Europe, à Christchurch, en Norvège. Je ne vous parle pas de la France. De la France, il y a eu l'attentat qui a été stoppé, qui n'a pas fait de mort, heureusement, à Bayonne. L'islamophobie, monsieur. Ce que je vous dis, c'est qu'on ne va pas compter les points. C'est ça qui tue. Absolument. Samuel On Grébowski. on ne va pas compter les points. Excusez-moi. On ne va pas compter les points. Non, mais vous êtes ce que je cherche à dire... Attendez, laissez Samuel terminer. Elisabeth, laissez Samuel terminer. Samuel Grébowski. Cette dualité, cette polarisation qui est en train de se créer à tort, parce qu'en fait, quand on parle ici, on est d'accord sur tout ce qu'on préconise en termes de valeurs, en termes de vision de société, en termes de ce qu'il faudrait faire. La seule chose, c'est l'analyse de l'ampleur du problème. La dualité, la polarité, qui crée en fait une espèce de menace entre d'un côté les islamistes et le reste de la société, elle ne favorise que l'extrême droite et l'État islamique. Ce sont les deux à en profiter. Donc il faut arrêter cette polarisation. Je trouve qu'Alexandre Delval a une formule assez bonne. Il parle de coupeurs de langue. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des critiques qui ne peuvent pas s'exprimer, c'est simplement qu'il n'est plus possible même de montrer des réalités. Au-delà du mot islamo-gauchiste, islamophobie, il y a des problèmes, il y a eu des attentats en France. Et le fait simplement de dire que peut-être que l'islam pose problème d'une certaine façon dans la société, que parfois elle a tendance, peut-être il y a un désir hégémonique de cette religion au sein de la société française, et bien ça vous catégorise dans le rang des racistes. Et donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas malgré tout qu'il y a un problème au-delà de ces mots d'islamo-gauchisme, d'islamophobie? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est difficile de parler de certaines réalités aujourd'hui en France? Moi, je pense que bien sûr, il est très difficile de parler de ces réalités et qu'il faut arrêter de faire le jeu et des islamistes et de l'extrême droite. La façon dont on polarise le débat en disant le problème, c'est l'islamisme, c'est les islamo-gauchistes, mais parce que c'est exactement ce qui se passe. L'Europe est en train de se créer avec une dualité qui est extrêmement mortifère dont on va tous perdre. Je rejoins monsieur de Ford pour dire qu'il faut arrêter de préconiser l'islamophobie comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr qu'on a le droit et le devoir de critiquer l'islam comme n'importe quelle autre religion, mais non, c'est pas quelque chose de fantastique. Bien sûr qu'on soutient... Oui, mais là, on parle du fait de tenter de faire taire, parce que c'est ça l'actualité du moment. C'est tenter de faire taire certaines personnes. Alors, sur faire taire, moi je suis prof à Sciences Po Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle a quand même... J'ai eu une pétition d'étudiants qui ont demandé à ce que je sois exclu en tant qu'enseignant parce que j'étais islamo-gauchiste. Est-ce que ça a été médiatisé, ça? J'ai été convoqué par la direction de Sciences Po, vous pouvez leur demander. Vous le dites ce soir. La direction de Sciences Po m'a convoqué pour me dire vous êtes islamo-gauchiste. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, on va en parler. J'ai été confirmé parce que la direction de Sciences Po Paris me fait confiance. Mais j'ai eu cette pétition à Sciences Po Paris. On l'a pas médiatisée. Vous le médiatisez ce soir et c'est intéressant de l'apprendre également. Un mot pour finir à Paris. Elisabeth, très vite s'il vous plaît. Il faut sortir de cette dualité très vite. Vraiment. Très vite. Monsieur, pardon. D'abord, pardon, si vous avez été menacé, c'est très mal. Ce que je constate, néanmoins, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ce qui tue, c'est d'être accusé d'islamophobie. C'est Samuel Paty, c'est Charlie Hebdo, c'est l'hypercachère, c'est ça qui tue. D'accord? C'est pas l'islamophobie, c'est le fait d'en être accusé. Et que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que ce renvoi dos à dos... En Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Norvège, aux États-Unis... Non mais... Je n'ai pas terminé. Si ça vous ennuie pas, c'est très facile de noyer le poisson parce que vous n'avez plus d'arguments sur la France, d'accord? Mais je ne vais quand même pas m'arrêter pour cela. La deuxième chose, c'est que oui, je crois qu'il y a un devoir aujourd'hui de critiquer particulièrement l'islam. Pourquoi? Parce que quand l'islam est majoritaire, si vous voulez, et il l'est sur un certain nombre de nos territoires, eh bien, il pose un problème de pluralisme. Il ne supporte pas ceux qu'il critique, il ne supporte pas ce qui n'est pas lui. Alors, je ne crois pas malheureusement qu'on puisse... Il y a malheureusement, si vous voulez, toutes sortes... Il y a évidemment des musulmans paisibles et un islam paisible, mais il y a un continuum. Et c'est ça aujourd'hui le problème des territoires perdus, ça n'est pas l'islamophobie. Maintenant, si vous êtes menacé, s'il y a des pétitions contre vous, elles sont tout aussi dégoûtantes parce que cette atmosphère de censure et d'intimidation est évidemment insupportable. Mais le renvoi dos à dos, ça ne va pas. L'extrême droite, à ma connaissance, je veux dire, non mais vous dites il faut se garder des uns et des autres. Merci. Moi, je me sens menacé par l'islamisme. Je me sens quoi?
qu'elle tue en France. C'est ça que vous attendez, Juste, que l'extrême droite tue aussi en France? on peut... Yves de Rais, très Mais vite. vous attendez Un surtout mot que juste, ce soit- un mot juste Yves très Leray. vite sur ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Je pense quand même que il n'y a pas que les musulmans ou l'islam qui représentent une menace et qui sont violents, etc. Je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation par une partie de la classe politique française, ceux qu'on appelle rapidement les islamo-gauchistes, qui ne sont pas musulmans, C'est vrai. qui sont pas musulmans, parfois ils sont écologistes, parfois ils sont socialistes, Bravo. parfois il y a des communistes. Et aujourd'hui, c'est la mère de leur bataille, l'islamo-gauchisme. C'est la mère de leur bataille, défendre l'islam, parce que, en fait, ils n'ont plus beaucoup d'idées à proposer, ils sont perdus dans la doctrine politique. La gauche aujourd'hui nage la brasse coulée, hein, et donc ils ont trouvé un combat. Une lutte commune. L'islam, l'islamophobie, etc. Et donc, Et voilà. c'est qui, Et donc, l'islamo-gauchisme vous avez certains musulmans qui regardent ça un peu circonspects, qui comprennent pas toujours très bien ce qui se passe, hein, mais qui regardent cela. Mais il y a aussi une instrumentalisation politique qu'il faut C'est peut-être très intéressant. regarder. Samuel Grybowski, merci d'avoir été avec nous. On va pas refaire le débat sur l'islamo-gauchisme parce qu'on l'a fait avec vous il y a une dizaine de jours. On peut dire où vous partez demain? On peut l'annoncer? Ah oui, si vous voulez, oui. Quand tu parles de ça. Bah dites-le. Bah, je suis invité par quelqu'un Dubaï. de très important à Rome que je vais voir bientôt pour parler de justice sociale. Eh ben, on vous souhaite une belle rencontre avec ce monsieur à Rome. On a compris de qui vous parlez. Merci Samuel Grybowski. Allez, dernier débat pour les quelques minutes qui nous restent. là, On va ok. parler du plus beau symbole de Paris que certains aimeraient déboulonner. Et c'est d'ailleurs en se basant sur un article de votre site Causeur, ma chère Elisabeth, que nous allons ouvrir notre dernier débat. Les jours de la Tour Eiffel sont-ils comptés? Un journaliste algérien accuse la France d'avoir puisé dans les mines de fer algériennes pour construire le symbole de Paris. Aussi, il demande à Paris des excuses et réclame même, je cite, de rendre la Tour Eiffel à l'Algérie. J'aimerais entendre vos réactions les uns et les autres. Daniel Scheck, est-ce qu'il faut forcément y voir une blague ou alors est-ce que ça va plus loin? Il faudrait y voir une blague, parce que, à moins que ce ne soit le début d'un grand débat philosophique sur la valeur des œuvres d'art. Est-ce qu'une œuvre d'art, sa valeur, c'est juste la somme des matériaux qui la composent, ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà? Et puisque je ne pense pas que c'est le cas, alors oui, il faut en faire une blague. Sinon, par la même logique, vous allez peut-être devoir vous séparer de votre belle cravate sous prétexte qu'elle est faite en soie chinoise. Vous allez devoir la renvoyer en Chine. Eh ben, ça promet. Oui, Pierre Efron. écoutez, avant de rendre la Tour Eiffel à l'Algérie, j'aimerais quand même rappeler que l'Algérie a été construite par la France. J'aimerais rappeler que l'Algérie n'existait pas avant 1870. J'aimerais rappeler aussi aux Algériens, s'ils veulent récupérer la Tour Eiffel, ils pourraient déjà commencer par rendre la maison de mes grands-parents, la maison de mes parents, les pharmacies qu'on avait dans les familles, et plus généralement tout ce qui nous appartenait avant que les Arabes ne nous les volent en nous jetant à la porte. Donc avant qu'ils viennent réclamer, pardonnez-moi... Votre colère donne un peu trop de poids à ce débat, je pense. Je non, pense mais que oui. c'est franchement... Vous c'est pas grave, montez c'est de pas trois grave. crans Je ne suis pas comme vous diplomate. Non, Moi, franchement, j'aurais été diplomatique. Non, mais moi, je Je crois qu'il est plus sérieux que ça en a l'air. En règle générale, j'ai quand même tendance à parler avec le cœur et à parler Je comme crois je que c'est pense. plus sérieux que ça en a l'air, cette affaire-là. Et effectivement, Voilà. quand on Donc vient, moi, et pardonnez-moi, on m'a demandé de parler, alors je vais essayer de tenir mes phrases. Tout simplement, quand on a un pays qui effectivement n'existait pas en 1870, qui a été construit de toutes pièces par un pays colonisateur qui s'appelle la France. Moi, je suis retourné en Algérie en 2005. Je suis retourné dans la ville de mes grands-parents, Tlemcen. J'ai vu une ville qui n'avait pas changé. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient rien construit depuis que les Français étaient partis. Et de la même manière, tout ce qui a pu être volé à ma famille, qui existait là-bas, non pas comme colons, mais qui était en Algérie depuis 5 ou 6 siècles, puisqu'on s'est retrouvé en Algérie pour fuir l'Inquisition en 1492. Donc, ça me fait rigoler. C'est vrai que c'est une blague. La colonisation, finalement, c'était pas trop mal. Écoutez, Non, mais il va y avoir des réclamations de toutes les populations si réclamations il y a... Yves de Rais, il nous reste une minute. Il nous reste une minute. J'entends Yves de Rais, Elisabeth. Yves de Rais.
Ouais, 1 minute. Bon, très vite. J'ai cru au départ que c'était une affaire, effectivement, une blague, une plaisanterie. Ça n'est pas une. C'est sérieux. J'ai vu le garçon qui en parle. Et en fait, on est dans le combat politique. Faut pas se voiler la face. Absolument. Ce garçon jette de l'huile sur le feu des relations franco-algériennes à un moment où on a un président en France qui a voulu tenter le pari de la réconciliation entre la France et l'Algérie et qui a confié à un juif d'Algérie un rapport sur la réconciliation entre la France et l'Algérie, qui est Benjamin Stora, et on va tout faire du côté de certaines puissances politiques algériennes pour torpiller ce rapport. C'est du sabotage. Empêcher ce rapprochement. Donc je crois que c'est une opération politique qu'il faut prendre comme telle, avec quelqu'un qui renvoie aussi, d'une certaine manière, en prenant une œuvre d'art, la Tour Eiffel, Gustave Eiffel, à la spoliation des œuvres d'art des Juifs par les nazis, que les Juifs ont essayé de récupérer depuis 20 ans. Donc je pense que c'est une vraie manipulation, politique. Vous l'avez fait pour moi. Bien, merci à tous. Non, merci à tous. Il me reste 15 secondes. Elisabeth, on vous a pas entendu sur le sujet. Avant de conclure. Non mais ça s'inscrit, si vous voulez, dans une tentative des Algériens pour manipuler l'histoire et demander qu'on s'excuse. Et malheureusement, il arrive souvent que ça marche. Donc évidemment, je veux dire, ils n'auront pas la Tour Eiffel. Ils n'auront pas la Tour Eiffel. Ce sera le mot de conclusion. Finalement, peut-être que ça nous... Merci à tous. Elisabeth... En même temps, il serait bien embêté si on voyait la Tour Eiffel en pièces détachées. Elisabeth Lévy, merci d'avoir été avec nous et bon anniversaire à votre maman que j'embrasse très fort si elle nous regarde ce soir. Yves Deray, merci également. Merci Daniel Cheikh. Merci Pierre Ekhov. Noémie, on se retrouve demain soir. Dans quelques instants, n'oubliez pas, vous avez rendez-vous avec Valérie Pérez, Histoire et Découverte. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv. À demain.